Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, les tout entraînés par les locomotives. Victoria a 23 ans et c'est la créatrice du podcast Nouvel Oeil. Sa mission, aider les jeunes aux enjeux du monde actuel. Pour cela, elle tend son micro à des femmes et des hommes inspirants. Victoria a fait une école de commerce, pas vraiment par choix, ce qui ne l'a pas empêchée de devenir marche promo. En première année d'école de commerce, à 18 ans, elle décide de partir en Inde pour faire un voyage humanitaire. Pas vraiment soutenue dans son choix, elle écoute tout de même sa petite voix et part. Un voyage qui l'a bouleversée, qui a brutalement remis en perspective son modèle de société. Elle a été confrontée à une autre réalité. Elle a découvert une société qui vit autour du partage et de l'amour. D'ailleurs, que la société est aussi heureuse que pas. Elle remet à la cette notion de réussir sa vie et d'être heureux. Le retour en France a été compliqué. Difficile de retrouver sa place et de reprendre des habitudes qui pour elle n'avaient plus de sens. La société nous fait croire que le bonheur réside dans la richesse matérielle, mais la nouvelle génération commence à comprendre que ce n'est en aucun cas la vérité. Cette course au bonheur, à travers la consommation, ne fait que détruire la planète de jour en jour. Les gens en Inde avaient l'air tellement plus heureux, m'a dit Victoria. Et je veux bien la croire, puisque le bonheur vient de l'intérieur de soi et non pas des circonstances extérieures. Il a semblé urgent pour Victoria d'éveiller les jeunes le plus tôt possible pour éviter les burn-out à 30 ans ou à 40 ans. Alors est-ce que le fait de se poser les bonnes questions et d'éveiller les consciences le plus tôt possible nous permettrait non seulement de gagner du temps dans cette quête du bonheur, mais aussi de sauver notre planète ? Salut Victoria! Salut Sandra, salut à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Comment ça va Victoria? Ça va très très bien. J'ai une petite vue sur l'océan là, donc ça peut pas mieux aller. T'es au top. Oui. Parfait. Bon ma chère Victoria, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots pour celles qui ne te connaissent pas? Oui, avec plaisir. Alors j'ai 23 ans et je suis la créatrice du podcast Nouvel Oeil, où chaque semaine, un peu comme toi, j'interviewe une personne inspirante sur son parcours de vie pour apporter des prises de recul aux jeunes d'aujourd'hui. Et j'ai publié un livre en septembre dernier qui s'appelle « Ce qu'on n'apprend pas à l'école » et donc depuis je porte ma voix aussi lors d'événements, de conférences ou autres pour éveiller un petit peu les jeunes aux enjeux du monde actuel. Donc voilà à peu près ce que je fais, après qui je suis vraiment une amoureuse de la vie. Je rigole tout le temps, je m'émerveille de tout. Je suis une petite boule d'énergie très curieuse du monde qui m'entoure et avec cette envie toujours de comprendre les choses. Donc voilà. Et puis je viens de la campagne, mes parents sont agriculteurs, donc je viens du sud-ouest de la France. C'est intéressant, je savais pas. On va en parler du coup de ça aussi. Oui. Bon, du coup, c'est top. Effectivement, tu fais plein de choses. Tu portes un message qui est hyper fort, qui parle à cette nouvelle génération. Et on va parler de tout ça. Mais d'abord, on va un petit peu comprendre d'où l'idée t'est venue et ce que t'as fait. Qu'est-ce que t'as fait comme études? Parce que du coup, tu remets un peu aussi les grandes études en question, etc. La pression sociale. T'as tout un message derrière ça. Donc justement, parlons-en. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Si on remonte quelques années en arrière, quelles études tu as fait? Alors, moi, j'ai fait une école de commerce en 5 ans. Et clairement, c'était une façon de ne pas faire de choix. C'est-à-dire que, sortie des études, j'avais fait un bac scientifique parce que c'était bien de faire un bac S quand on était une bonne élève, même si j'aimais pas du tout les chiffres, mais voilà. J'avais très peu confiance en moi, donc j'écoutais un petit peu ce qu'on me disait de faire, donc bac S. Et puis, sortie du lycée, j'ai ressenti une énorme pression, en fait, quand on me disait, c'est le moment de choisir ton orientation. Il faut que tu trouves un métier, il faut que tu t'insères un petit peu dans la vie des grands, que tu construises ta vie. Et moi, face à cette question-là, je me sentais hyper démunie et désemparée. J'avais l'impression de ne pas avoir les clés nécessaires en main pour y répondre. Parce que moi, personnellement, je ne me connaissais pas individuellement, en fait. Je ne savais pas ce qui me plaisait vraiment. Ou plutôt, il y avait tellement de choses qui me plaisaient que je ne pouvais pas faire un seul choix.
tu vois ce que je veux dire. Et donc on m'a présenté une école de commerce un petit peu comme, voilà, quand tu sais pas quoi faire, que tu as de bons résultats, le commerce, ça t'ouvre toutes les portes, donc vas-y, fais une école de commerce. Alors qu'au fond de moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que déjà j'avais envie plus de faire Sciences Po, moi, tout ce qui était politique, économie, philosophie, comprendre le monde, etc. Mais je me suis pas vraiment autorisée à passer les concours, je pense que je me sentais pas à la hauteur ou que c'était peut-être une sphère qui me paraissait assez éloignée du coup, de mon milieu, comme je viens de la campagne, mes parents sont agriculteurs, et pour moi c'était quelque chose d'assez élitiste, tu vois, qui était pour les gens qui viennent de Paris, qui ont des contacts, etc. Et donc quand je pensais à Sciences Po, je me suis dit, oh oui, bon, ça serait bien, mais c'est pas pour moi, quoi. Donc voilà, une école de commerce en 5 ans, et qui m'a beaucoup appris, d'ailleurs. J'ai compris qu'on pouvait aussi apprendre des choses qui nous plaisaient, après avoir fait beaucoup de sciences où je n'étais pas du tout à ma place, d'arriver en école de commerce et d'avoir des cours de culture générale, d'économie. Ça me plaisait énormément. Et du coup, j'avais l'impression d'avoir des facilités. Là où je devais travailler 3 fois plus en terminale S, là, j'avais juste besoin d'écouter les cours. Et j'avais des super bonnes notes jusqu'à être major de promo, quoi. Et du coup, moi, je me disais, mais... Ah oui. Ouais. Et je me disais, mais en fait, oui, on peut faire des choses qui nous plaisent. La vie, ça peut être plus léger. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans la force, dans le travail, c'est dur. Et voilà, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Ça m'a apporté une grande ouverture d'esprit, des voyages, notamment un voyage humanitaire en Inde qui m'a beaucoup transformée. Oui, justement, tu en parles de cette mission humanitaire en Inde. Donc, tu avais 18 ans et t'es partie aider des enfants dans des bidonvilles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Parce que moi, ça m'a marqué, donc j'ai un peu visionné quelques vidéos avant qu'on fasse cet échange. Et c'est vrai que tu en parles et ça m'a marqué parce que t'en parles pas trop en fait finalement sur ta page le Nouvel Oeil, etc. C'est quelque chose que je ne savais pas de toi. Donc pourquoi tu es partie là-bas et qu'est-ce que tu as fait exactement? Je suis partie sans réel pourquoi en fait. J'avais beaucoup de pourquoi, mais j'avais aucune réponse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un organisme qui est venu se présenter en amphithéâtre pendant ma première année d'école de commerce, donc j'avais 18 ans. Et cet organisme proposait de placer des étudiants français en Inde pour un stage en entreprise. Donc initialement, c'était un stage en entreprise. Et nous, on avait un stage du coup de 2 mois à faire en fin d'année, et on était une petite vingtaine, je dirais, à être intéressés à partir. Et en fait, quelques mois avant le départ, ils reviennent et ils nous disent si vous voulez partir en Inde, en fait, les conditions de visa ont changé. Donc, vous ne pourrez pas travailler en entreprise, ça sera de l'humanitaire. Donc, bénévolat, vous ne serez pas payé. Et là, tout le monde s'est désisté. Et moi, je me suis dit, mais vous rigolez, c'est encore mieux. En tant que Français qui avons quand même plus de privilèges que ces enfants en Inde, on va pouvoir leur apporter notre aide et c'est magique. Mais j'étais la seule à penser comme ça, et donc le directeur de mon école voulait pas que je parte. Il m'a dit, non mais Victoria, t'es jeune, t'es une fille, c'est un des pays les plus pauvres au monde, je connais pas l'asso dans laquelle tu veux partir, et puis t'es toute seule, quoi, donc non, je suis pas rassurée, tu pars pas, quoi. Et puis moi, j'avais une petite voix intérieure, mais vraiment que j'explique pas, qui me disait, mais vas-y, va en Inde, il faut que tu y ailles. Alors que j'avais jamais regardé de documentaire sur ce pays. On me disait que c'était pauvre, mais j'avais vraiment aucune idée d'à quoi ça pouvait ressembler, quoi. Mais le fait qu'on me dise, c'est dur, ça va être dur, n'y va pas, ça me poussait encore plus à vouloir y aller. Je pense que c'est mon côté un petit peu rebelle, mais voilà, il y avait une espèce d'attraction avec ce pays où je savais qu'il fallait que j'aille vivre quelque chose là-bas sans savoir pourquoi. Voilà, donc j'ai réussi à trouver des arguments pour convaincre mon entourage et mon directeur pour partir. Et effectivement, ça a été une expérience qui m'a juste totalement bouleversée. Parce qu'à 18 ans, de remettre en perspective un petit peu nos modèles de société aussi brutalement qu'en étant immergé dans un pays comme l'Inde où on n'a pas du tout les privilèges qu'on peut avoir en nous en France, donc d'être confronté à d'autres réalités finalement, c'est-à-dire que ces gens-là que j'ai aidés dans les bidonvilles, ils savent pas s'ils vont manger ce soir, ils ont pas toute l'abondance matérielle qu'on peut avoir, mais en fait ils s'accrochent à des choses que nous on a, à mon sens, perdues, qui sont le partage, l'amour, la compréhension de l'autre, la bienveillance, et ils sont juste dans l'instant présent, et j'ai vraiment compris le sens même de ce mot instant présent qu'on entend aujourd'hui un peu partout à tort et à travers, et je me suis jamais sentie aussi moi-même et aussi heureuse que là-bas avec ces gens qui n'ont rien. Et je me suis dit, en fait, qu'est-ce que c'est que réussir sa vie? Qu'est-ce que c'est qu'être heureux? Qu'est-ce que c'est que être soi? Et voilà, toutes ces questions un peu existentielles me sont revenues en pleine figure, et ça m'a énormément fait grandir, remettre
en perspective finalement tout ce que je croyais être ancré bien dans le marbre depuis toute petite. Voilà, cette notion de la réussite, de faire pour faire, de gagner beaucoup d'argent pour être heureux, etc. Moi, j'y croyais, très honnêtement. Hein, je pensais que j'allais faire une grande carrière dans une entreprise, gagner beaucoup d'argent, construire une grande maison avec une belle famille et que comme ça, je pourrais être heureuse et impressionner les gens. Et on m'a tellement vendu ce modèle-là partout, à la télé, aux pubs, à l'école, depuis toute petite, que je pensais et je construisais ma vie en ce sens-là. Et en fait, là, à 18 ans, j'ai été juste arrêtée en pleine lancée en me disant non, attends, fais pas une fausse route, pars pas dans une course infinie au toujours plus qui va t'aliéner, mais pose-toi les bonnes questions maintenant. Et donc, je suis rentrée en France avec toutes ces questions-là, mon gros sac à questions, et avec peu de clés pour y répondre, à part les clés que je pouvais trouver en moi-même. Donc c'était très inconfortable. Ça avait vraiment été une période assez compliquée où du coup j'avais du mal à trouver ma place en fait avec les jeunes de mon âge. J'avais du mal à jouer un rôle finalement, tu vois. Donc j'étais très attachée aux réseaux sociaux avant, j'avais plus envie de publier pour publier. J'adorais faire le shopping, j'avais plus envie d'acheter pour acheter. Je faisais semblant d'aimer sortir, faire des soirées en boîte de nuit, etc. de temps en temps. J'essayais d'en faire beaucoup plus que de temps en temps parce que je croyais que c'est comme ça que j'allais être intégrée. Mais finalement, j'ai compris que non. Je préférais lire ou passer un bon repas avec des personnes plus âgées un samedi soir. Donc voilà, j'ai appris à m'accepter. Ça a été un long chemin, mais ça a été tellement salvateur et voilà. Bravo, c'est vrai que l'Inde, c'est quand même pas un pays, un voyage simple entre guillemets, c'est quand même un voyage qui est bouleversant. Moi j'ai toujours voulu partir en Inde, mais j'ai jamais osé en fait. Je crois que j'ai eu peur de voir des choses que je voulais pas voir en fait, tout simplement. Et il y a une phrase que tu as dit lors d'une de tes interviews, et c'est ce que tu dis, hein, c'est qu'en gros t'as trouvé là-bas des enfants qui étaient pas riches en fait matériellement. Qui étaient justement hyper riches intérieurement, oui, alors qu'ils étaient hyper pauvres matériellement. Et c'est ça en fait qu'on retrouve souvent. Et c'est pour ça, si tu veux, qu'il y a beaucoup de changements de vie dans tous ces jeunes qui ont plus rapidement compris, donc qui viennent de milieux plus aisés, parce qu'ils ont plus rapidement compris que le fait d'être riche, que d'avoir une situation, que d'avoir un bon CDI, c'est pas ça qui nous rendait heureux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette génération en tout cas, c'est surtout cette génération de milieux un petit peu plus aisés qui va changer de vie, comprendre en fait que le bonheur se trouve ailleurs, plus rapidement que ceux qui n'ont pas encore compris, atteint cette situation, ce niveau de matériel, de richesse matérielle en fait. Mais ensuite, ils comprendront peut-être que c'est pas ça qui nous rend heureux. Non, mais absolument. Après, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre. Moi, ça a été un choc du coup assez brutal, assez jeune. Mais c'est très compliqué de déconstruire finalement tout ce qu'on nous a appris depuis tout petit, et la société nous pousse à coller à ce système-là et nous fait croire qu'on existera quand on sera reconnu par les autres. Et donc ça demande quand même, je pense, une certaine confiance et beaucoup d'audace de se dire je me détache de ces modèles-là pour cultiver ma propre notion du bonheur finalement. Parce que en fait, le système s'auto-entretient, c'est-à-dire que quand on ne se connaît pas personnellement, on va plus avoir tendance à coller à ce que les gens veulent de nous, à ce qu'on nous présente comme être le bonheur, donc à acheter. Et puis voilà, c'est des petits plaisirs éphémères, donc on ressent quand même, quand on a une nouvelle robe, qu'on se sent belle dans cette robe, ça gonfle un peu notre confiance, donc on a envie de recommencer. Et puis pareil pour les stories, quand on voit qu'il y a des likes, etc. Et donc c'est un peu une course en fait, et c'est très compliqué d'arrêter cette course et de dérouler un petit peu cette roue dans l'autre sens, quand nous-mêmes on n'a pas confiance en nous. Donc parfois on est conscient, mais être conscient, ça suffit pas. C'est-à-dire que après, il y a les actions derrière qui demandent beaucoup, beaucoup de courage, de persévérance et de. Je pense, c'est un travail de longue haleine aussi, quoi. Moi, ça a mis du temps à se déconstruire et c'est hyper inconfortable parce que t'as l'impression aussi un peu d'avancer à contre-courant, tu vois. T'as plein de monde qui te font comprendre cette différence-là. Tu vois, je sais pas si
si j'arrive vraiment à m'exprimer, mais tu sens que tu fais pas comme tout le monde en fait, tu vois. Donc au début c'est hyper inconfortable, après tu te rends compte que du coup tu vas attirer plus ce que tu émanes, ce que tu ressens, etc. à toi. Donc tu vas rencontrer des personnes qui sont dans la même vibration et qui cultivent aussi plus la sobriété, qui ont compris, qui ont eu ces prises de recul là, etc. Donc tu te fais des amis et un entourage qui colle avec ces valeurs-là. Mais il y a quand même un petit battement entre ces deux moments où toi tu quittes finalement cet ancien monde et ces personnes que tu croyais être des amis qui le sont pas forcément. T'as un petit moment de battement où voilà, t'es seule et t'es là, ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Et après tu commences à attirer à toi les gens qui te ressemblent, mais ça demande du temps en fait, beaucoup de temps. Et c'est pas facile. Mais en plus, à ton âge. En plus, c'est ça. C'est que... Parce que toi, t'as 23 ans, tu viens d'être diplômée, donc c'est des personnes qui n'ont pas encore compris ce que toi, tu as compris, parce que t'es quand même hyper jeune pour avoir déjà fait ce cheminement et en arriver à cette conclusion, en fait. Et c'est pour ça que tu ressens un décalage. Alors que moi, qui ai 30 ans, 33 ans d'ici quelques jours. 10 ans de plus, pas d'anniversaire en avance. Donc 10 ans de plus, c'est vrai que je côtoie énormément de gens qui sont arrivés à cette conclusion-là parce que ils sont passés par le CDI, ils sont passés par le job à responsabilité où tu travailles comme un chien et tu gagnes pas beaucoup, ils sont passés par la vie parisienne et c'est des gens qui, comme moi, en pouvaient plus et du coup, on a fait cette conclusion-là. Mais en fait, c'est ça que j'ai compris aussi, c'est qu'en rentrant de ce voyage en Inde, il y a plein de paradoxes qui m'ont sauté aux yeux que je ne voyais pas avant. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans les villes et que j'ai vu ces gens tout le temps arriver, les yeux sur le téléphone, et qui me semblaient en fait moroses. Tu vois, j'avais vu des gens tellement heureux en Inde que la morosité des gens en France me sautait aux yeux, tu vois. Je me disais, mais on se dit plus bonjour, j'ai l'impression que tout le monde subit un peu sa vie, ce modèle de métro, boulot, dodo, et ça nous rend pas heureux, en fait. Et donc ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, il y avait de plus en plus de burn-out, que les gens suivaient un schéma depuis la tendre enfance, parce que c'est inconfortable de se remettre en question, et qu'on leur a toujours dit de cocher toutes ces cases-là, et que donc ils les ont cochés sans vraiment questionner le sens de tout ça, et c'est à 40 ans, une fois qu'ils ont tout ça, qu'ils se disent ok, j'ai tout, on m'a toujours dit que c'est quand j'aurai tout ça que je serai heureux ou heureuse, et en fait c'est pas le cas. Donc aujourd'hui je suis en quête de sens, et moi je me suis dit s'il y a autant de burn-out et de personnes qui se remettent en question à 40 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a eu une carence à un moment donné, au moment de choisir son orientation ou de prendre son premier job ou autre. Ça veut dire qu'il y a des questions qui n'ont pas été traitées ou qu'on n'a pas osé voir et questionner. Et donc c'est un peu là aussi que j'ai eu ce déclic de me dire ça veut dire que c'est dès le plus jeune âge qu'il faut se poser ces questions du sens, en fait. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut apprendre à se connaître, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut que on nous mette dans les cahiers d'école ce que c'est que philosopher sur le sens de tout ça, ces questions existentielles, qui je suis moi, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce que la réussite. Et c'est pour ça que j'ai développé tous mes projets, finalement. C'est pour essayer d'éveiller ces consciences-là dès le plus jeune âge et de nous mettre un petit peu ces graines dans l'esprit qu'on n'entend pas ailleurs, quoi. Ou très peu, de plus en plus, mais très peu quand même. Moi, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise beaucoup plus tôt, tout ça. Et que j'ai pas eu le sentiment d'avoir eu, que j'ai appris du coup, malgré moi, au fil de rencontres, de ces expériences, du fait aussi que naturellement je m'entoure de personnes plus âgées, où du coup j'ai compris plus ces questionnements-là avec un temps d'avance. Mais quand on n'a pas eu ces chances-là ou cette personnalité que je peux avoir, c'est pas évident, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu transmettre tout ça, que j'ai voulu créer mon podcast, que j'ai écrit mon livre et que je fais tout ce que je fais aujourd'hui, quoi. Pour éviter les burn-out à 40 ans. Exactement. Et c'est marrant, donc je veux rebondir quand même sur plusieurs choses que tu as dit. Donc tu parles justement de mettre ça en place dès la plus jeune enfance. Donc là, je te rejoins entièrement. Je pense qu'il faut absolument qu'on intègre le développement personnel chez les tout-petits, qu'on développe les talents de chacun plutôt que de développer, de faire en sorte que tous les élèves soient bons dans toutes les matières, ce qui n'a aucun sens et aucun intérêt. En fait, on nous apprend pas à détecter nos dons, nos talents. On nous dit il faut être bon partout. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, tout à l'heure tu parlais du fait que du coup comme on n'est pas bien, comme on ne se connaît pas, on va aller plus vers des plaisirs éphémères comme s'acheter une robe, etc. Ouais. Et en fait je voulais revenir là-dessus pour te dire que j'avais lu quelque chose qui était hyper intéressant récemment, c'est que j'ai lu en fait qu'une société qui est éduquée et élevée et qui évolue dans la peur est plus à même à consommer. Bien sûr. Et du coup, c'est ça qui est horrible, c'est que
tout ça n'est qu'une stratégie en fait de la part des médias, du gouvernement. Enfin moi c'est un peu comme ça que je vois les choses finalement. En fait oui, enfin je pense vraiment que c'est ça, c'est que ces peurs qu'on peut avoir, on essaie de les combler avec l'extérieur quoi. C'est-à-dire qu'on a un certain vide en nous, un vide existentiel qui est hyper vertigineux de confronter finalement. Et du coup on croit que les réponses et le réconfort va venir de l'extérieur. Et en fait, c'est un peu du coup le chat qui se mord la queue tout le temps, parce que non, au contraire, ça alimente encore plus ses peurs, etc. Parce que on nous fait croire qu'on a besoin de beaucoup pour être heureux, et donc il faut avoir beaucoup d'argent pour acheter beaucoup, il faut beaucoup s'entourer pour jamais être seul, et c'est toujours finalement un cercle hyper vicieux qui nous enferme beaucoup, je pense, et qui cultive d'autant plus ses peurs, alors que quand on prend un peu du recul sur tout ça, qu'on s'en éloigne, et qu'on ose un petit peu juste se poser avec soi-même et prendre des moments pour soi de méditation ou d'introspection, on se rend compte que le matériel, c'est pas spécialement ce qui va répondre à ces questions-là, ni les autres non plus d'ailleurs. On croit que ça va être un copain, une copine, un amoureux, une amoureuse qui va savoir pour nous ce qui va se passer dans notre vie dans 5 ans, mais en fait personne ne le sait quoi. Donc je pense qu'on gagne beaucoup de temps à se poser les bonnes questions assez tôt et à oser questionner un petit peu qui on est quoi. C'est vertigineux de fou comme question, mais pour moi c'est la base de tout en fait, vraiment. Et on devrait commencer par nous apprendre ça à l'école plutôt que les maths. Je dis pas qu'il faut pas nous apprendre les maths, mais en fait déjà la base de qui tu es toi, pourquoi tu es là, c'est la base, parce que quand on se connaît, on va beaucoup moins porter d'attention au regard des autres, on va moins attendre finalement des autres qui nous renvoient peut-être des choses qu'on n'a pas osé trouver en nous quoi. Et donc je pense qu'on a des relations beaucoup plus saines, à la fois avec les autres, à la fois avec nous-mêmes et à la fois avec le monde. Donc voilà, et je fais toujours le parallèle avec la crise écologique aussi, de tout ça. C'est-à-dire que finalement, cette consommation du toujours plus, parce que c'est le chat qui se mord la queue et parce qu'on croit que ça va nous rendre heureux, ça contribue quand même au piment des ressources de notre planète qui sont épuisables. Donc au bout d'un moment, ça peut pas être durable non plus. Et on voit aujourd'hui qu'on arrive à nos fins, donc c'est plus... vraiment toute notre façon de repenser le monde qui est à questionner, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, lors d'une de tes conférences, tu parlais justement de ça. Et j'ai vu que tu as posté ça sur ton Instagram. Tu t'en es pris plein la tête par une personne qui t'a dit que c'était une attitude d'enfant gâté occidental. Ouais. Oui, mais ça arrive sympa, souvent. Ça. Ouais, c'est sympa. Mais ça arrive souvent parce que oui, du coup, je donne de plus en plus de conférences pour porter ces messages-là, parce que pour moi, c'est juste indispensable de prôner la sobriété aujourd'hui. Et donc j'essaie de le faire beaucoup, et c'est vrai que ça dérange des personnes qui n'ont jamais, ou qui peut-être ont questionné, mais qui en fait ça les dérange de remettre en question tout le modèle qu'ils ont suivi depuis toute leur vie, parce que là en l'occurrence c'était quelqu'un qui avait je pense 65 ans, 70 ans, et j'étais en train de lui dire t'as couru après toute ta vie, et finalement est-ce que ça t'a rendu heureux? Oui, non, peut-être qu'il s'est rendu compte que non, et j'ai 23 ans, et du coup, je pense puis t'as 23 ans, il devait le prendre personnellement en disant, mais qu'est-ce qu'elle petite jeune de 23 ans, petite jeune à me donner des leçons, enfin, elle a rien compris à la vie, quoi, tu vois. Bien sûr. Et du coup, il a essayé de me piquer en me disant, ouais, c'est une attitude d'occidental, quoi. Et moi, je me suis dit, ok, en fait, non, c'est justement le problème, il est là. C'est-à-dire que quand on a des attitudes d'occidentaux qui se remettent pas en question, c'est ça qui entretient le système et qui fait qu'il y a de plus en plus de pauvreté et qu'on dérègle de plus en plus la planète. Donc il faut justement des gens d'Occident qui osent remettre ce système en question et qui osent porter leur voix pour éveiller les consciences, parce que si on le fait pas, on va juste continuer à se mordre la queue, quoi. Et donc j'ai essayé de lui répondre assez gentiment, même si enfin pour moi ça bouillonnait, mais je me suis dit il faut pas rentrer dans la confrontation, parce que ce monsieur-là finalement il a juste projeté sur moi des peurs qu'il avait en lui ou des choses qui le dérangeaient, et donc j'ai tout fait pour pas le prendre personnellement, mais je l'ai invité, tu vois, à venir en parler à la fin, à être dans le dialogue, et il est même pas venu, quoi. Donc c'est juste quelqu'un qui avait envie de décharger son sac sur moi, il l'a fait et puis il est parti. Mais je pense que le soir, j'espère que le soir dans son lit, il y a réfléchi et que j'ai planté une petite graine. Après on verra, hein, mais forcément ça dérange, tout ce qui est pas dans les clous, et quand on ose un peu porter sa voix et des messages qui vont à contre-courant, forcément il y a des gens qui sont pas d'accord, et ça fait partie du jeu, quoi.
Quand tu rentres de cette mission humanitaire en Inde, parce que c'est là qu'on s'est arrêté, tu retournes en école de commerce, tu retrouves tes potes, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à ce moment-là où tu as décidé de changer de mode de vie? D'ailleurs, est-ce que tu as changé de mode de vie drastiquement au niveau de l'écologie aussi? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et est-ce que c'est à ce moment-là que tout a changé? Ça a été vraiment rapide ou tu as dû un petit peu cheminer davantage? Ouais. Oui, ça a été assez radical. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais c'est vrai que dans ma vie, c'est souvent soit tout blanc, soit tout noir. Et là, je suis rentrée et j'ai vraiment fait un gros tri, mais sur tous les pans de ma vie. On peut appeler ça un peu, tu sais, le minimalisme, c'est-à-dire que j'ai vraiment essayé de garder autour de moi que ce qui compte vraiment. Mais dans tous les aspects de ma vie. Donc ça commence par les amis, mon entourage, où je me suis dit, finalement, qui sont mes vrais amis? Qui me connaissent vraiment pour qui je suis, qui ont vu la Victoria avant Inde, après Inde et qui sont encore là et qui comprennent mes cheminements, qui sont les amis finalement que je gardais plus peut-être par fierté parce que t'es entouré de personnes populaires qui ont la cote, etc. Et au contraire qui sont celles et ceux qui seront là dans toutes les circonstances de ma vie, quoi. Et donc il y a eu un gros tri sur mon entourage, ensuite dans mon dressing comme tu le disais, où je me suis dit mais j'ai pas besoin d'autant en fait. Et je culpabilisais en rentrant d'en avoir autant, que ce soit d'avoir une grande maison, que ce soit même d'apprendre autant, tu vois, d'avoir accès à l'éducation tous les jours, d'aller en cours tous les jours. Je me suis dit mais j'en ai pas besoin d'autant. Ces enfants en Inde, ils rêvent de pouvoir apprendre et ils n'y ont pas accès, donc je peux leur donner un peu de mes courses. Enfin, tu vois, et j'essayais vraiment, même dans mon alimentation, de me dire mais je mange beaucoup trop, il faut que je mange moins. Voilà, donc ça a été vraiment dans tous les pans de ma vie et mon entourage très proche, notamment mes parents, on me dit mais Victoria, tu peux pas porter sur tes épaules le poids des galères du monde entier, quoi. Et donc c'était une phase assez compliquée, mais en fait je me suis vite rendu compte que ça me rendait plus heureuse et que c'était pas des sacrifices de faire du tri comme ça dans ma vie, mais que c'était plus éplucher finalement le surplus pour juste garder ce qui compte vraiment, l'essentiel et moi-même finalement, tu vois. Donc dans mon entourage, ça m'a permis d'avoir des relations beaucoup plus saines. Dans ma façon de m'habiller, ça m'a permis justement de me détacher de ce shopping à gogo pour paraître belle, mais de juste avoir l'essentiel et après de me concentrer sur qui je suis moi humainement et qu'est-ce que je vais dégager énergétiquement, plus que la couleur de mon gilet, tu vois. Et puis pareil dans l'alimentation, c'est vrai que quand j'ai compris que je mangeais beaucoup trop et qu'il y avait beaucoup aussi de nourriture compulsive qui encore une fois comblait des vides, donc les jours où j'étais un peu plus triste, où je doutais plus, je mangeais plus de sucre, voilà. Donc puis après il y a eu la cause écologique a pris son ampleur de plus en plus et donc c'est là qu'est venu le végétarisme, etc. Mais finalement tout ça est très lié, c'est-à-dire que j'ai d'abord commencé par moi le faire pour moi parce que ça me faisait du bien en fait, et après j'ai compris que ça me faisait du bien, mais que ça faisait du bien aussi ce mode de vie à l'environnement, et c'est pour ça que je fais vraiment le parallèle entre la sobriété, revenir à soi, et la protection de la planète, parce que les deux sont juste intrinsèquement liés, quoi. Tout à fait. Donc voilà, ça a été assez radical, mais j'ai compris que ça me faisait du bien, et du coup j'ai plus jamais fait de retour en arrière, quoi. Et ça a été une porte ouverte que j'ai jamais refermée et qui continue de s'ouvrir chaque jour un peu plus. Bravo, en tout cas bravo pour tout ça et surtout bravo d'avoir eu... t'as pris conscience et t'es passé à l'action, ce qui n'est pas toujours évident. On prend conscience et on peut mettre beaucoup de temps à passer à l'action, voire ne jamais passer à l'action tout en ayant pris conscience. Donc ça, c'est déjà énorme. Lancer ton podcast, est-ce que tu l'as fait du coup en même temps que tes études ? Je l'ai fait en même temps que mes études, mais pas de suite après le voyage en Inde pour le coup. Je l'ai fait 2 ans après, tu vois, avec le recul, 1 an ou 2 ans après. Mais quelque part, les prises de conscience que j'ai eues en Inde, c'était les prémices du podcast, tu vois. Tout a fait son chemin et ça a construit petit à petit mes projets, mais j'en étais pas vraiment consciente. Et du coup, c'est pendant ma première année de master, donc j'avais 20 ans, que je me posais encore énormément de questions sur ce que je voulais faire. Et puis voilà, arrivé en master, on te dit quand même, dans 1 an, t'as fini tes études, qu'est-ce que tu veux faire, quoi ? Et moi, j'étais là, waouh, ça y est, il faut vraiment répondre à cette question, en fait. Je l'ai toujours repoussée au maximum, mais là, il faut y répondre. Et j'avais pas forcément plus de clés qu'avant, si ce n'est que je ne voulais pas gagner beaucoup d'argent pour acheter beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose que je savais. Je savais aussi que le monde du salariat, ça me correspondrait pas spécialement parce que
cette idée de arriver au bureau le matin à telle heure et de devoir repartir le soir à telle heure et que quelqu'un me dise quoi faire de mes journées, ça m'angoissait. Je me disais mais juste ma liberté, la liberté c'est la chose la plus importante. Je veux pas que quelqu'un dicte ma vie à ma place, quoi. Ouais. Et donc j'avais un peu j'avais cette image-là du monde des adultes, tu vois, où en fait on te met dans une case, il y a quelqu'un qui te dit quoi faire, et puis c'est comme ça, quoi. Puis tu gagnes de l'argent parce qu'il faut gagner de l'argent, et puis après tu construis ta vie, tu trouves ton petit copain, et puis t'avances, quoi. Puis à 30 ans, bague au doigt, etc. Et moi je voyais un peu cette vie toute tracée, j'étais là, waouh, mais en fait non, enfin c'est pas ça la vie, quoi. J'ai besoin d'expérimenter les choses, j'ai besoin de me lever le matin et de me sentir utile, j'ai besoin de construire mes propres projets et de sentir que j'ai de l'impact, que je fais avancer les causes qui me tiennent à cœur, quoi. Mais pour autant, je savais pas, enfin tu vois, j'étais consciente de ça, mais je savais pas comment le faire. Et j'écoutais beaucoup de podcasts, moi-même, à cette période-là, et je me rendais compte que ça m'aidait énormément à me construire, personnellement, tu vois, d'écouter des gens qui mettaient des mots sur ce que je pensais, qui disaient la bonne phrase au bon moment que j'avais besoin d'entendre. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est génial, ces gens qui font des podcasts, ils peuvent rencontrer qui ils veulent, quand ils veulent, et les questionner sur les sujets qu'ils veulent. Et en fait, je peux le faire, parce que j'ai juste besoin d'un micro et tout le monde peut le faire. Mais j'avais quand même ces questions de mais je suis pas légitime, puis je ne serais pas posée de questions, et puis je fais déjà plein de trucs, et puis je suis étudiante, et puis j'aurais pas le temps. Et puis autour de moi, pareil, on me disait non mais Victoria, tu fais tout le temps 1000 trucs, donc calme-toi, ton podcast aura toute ta vie pour le lancer, une chose après l'autre, etc. Donc moi j'étais là, ouais, ils ont raison. Et puis un jour, pareil, tu vois, un peu comme mon intuition d'aller en Inde, j'ai eu une intuition de me dire, ok, là, j'étais au festival Climax, un festival autour de l'environnement à Bordeaux. Il y avait Pablo Servigne, qui est un collapsologue. Donc la collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement du vivant, quelque chose de très chouette. Et donc Pablo Servigne était à 5 mètres de moi, à peu près. Et je l'ai vu et ça a fait 2 tours dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est le moment en fait, va lui proposer une interview, go. Et j'ai essayé de pas me poser plus de questions que ça. J'ai eu comme un élan d'enfant, tu sais, les enfants qui font les choses spontanément sans se poser de questions. Bah là, c'était ça. J'y suis allée, je lui ai présenté mon projet que finalement je me présentais à moi-même en même temps que je lui présentais parce que je l'avais jamais vraiment mûri, réfléchi, tu vois. Et il a accepté l'interview. Et du coup, un mois après, j'avais mon rendez-vous avec lui dans mon agenda. Et c'est là que je me suis dit, ok, alors qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que du coup, maintenant, il faut que j'achète du matériel, il faut que je me renseigne sur comment faire un podcast, et ci et ça. Et donc, ça s'est fait comme ça, hein, sur un coup un peu d'audace un jour. Et puis, petit à petit, j'ai construit, j'ai appris sur le tas. Et puis, surtout, je me suis découverte une passion, en fait. C'est que déjà, dès la fin de la première interview, je me suis dit, mais je veux faire ça toute ma vie. C'est génial. Et voilà, donc après j'ai tâtonné, j'ai fait une interview par-ci, par-là, en moyenne 1 par mois, tu vois, c'était pas très régulier parce que j'avais effectivement mes études à côté, j'étais sur un autre projet entrepreneurial, donc voilà, je sentais en moi toujours un peu cette frustration de pas y passer autant de temps que j'aurais aimé y passer. Moi j'avais envie vraiment de chaque semaine sortir un épisode, rencontrer plein de gens, etc., mais j'avais pas le temps. Ça prend du temps. Et c'est vraiment, ça prend beaucoup de temps. Et puis moi, je me déplace toujours, tu vois, pour rencontrer mes invités. Je vais vraiment chez eux à leur rencontre. Donc c'est vraiment très, ça prend du temps et l'énergie. Et en fait, c'est pendant le premier confinement, du coup, que je me suis, comme pour beaucoup, je pense, remise en question et que je me suis dit, ok, qu'est-ce qui vraiment te plaît ? Qu'est-ce qui t'anime le plus dans ce que tu fais au quotidien ? Et donc, est-ce que tu as envie de mettre ton énergie finalement ? Et c'est là que je me suis dit, le podcast, en fait, c'est juste évident que ce soit le podcast. Et du coup, j'ai laissé un peu de côté les autres projets qui m'animaient moins. Et j'ai laissé plus de place pour le podcast. Et j'ai commencé à sortir un épisode par semaine. Et voilà. Et c'est là que tout est parti. Enfin, ça s'est fait petit à petit, hein, mais c'est vraiment à partir du moment où je me suis mis un cadre et une régularité sur la publication des épisodes et que j'ai laissé aussi l'espace nécessaire dans ma vie pour que je puisse bien le développer, que les choses se sont construites, quoi. Donc officiellement, j'ai vraiment commencé à mettre full énergie sur mon podcast il y a 2 ans. En juin 2020, quoi. D'accord, ok. Je pensais que c'est marrant, tu vois, je savais pas que tu avais commencé il y a plus de 2 ans, en fait. Donc ça, c'est quelque chose que je découvre. Si. Moi, ce que je me rappelle, je sais plus pourquoi je suis tombée sur ta page ou peut-être sur un groupe de podcasteuses, bref. Et je me rappelle que tu expliquais, il y a une fille qui t'avait posé une question, donc j'ai dû voir ça je sais plus, sur le fait que tu interviewais des gens qui étaient connus, en fait, entre guillemets. Et il y a une nana qui te dit mais comment tu fais ? Et en fait j'avais bien aimé ta réponse et tu dis en fait j'y vais au culot, j'envoie un message et un autre s'il faut, et puis au bout d'un moment ils me répondent oui ou non, mais ils me répondent.
Et c'est bien, t'avais déjà tu vois, le bon état d'esprit de te dire, en fait, j'y vais, et puis si c'est un non, c'est pas grave, si c'est un oui, c'est génial. Et du coup, t'as interviewé en fait, je me dis toujours exactement. Mais ça, j'essaie d'appliquer cette règle entre guillemets un peu partout dans ma vie. C'est-à-dire que je me dis toujours, si je devais mourir demain, qu'est-ce que j'aurais voulu voir ou qu'est-ce que j'aurais voulu faire, tu vois. Et aussi quel film j'ai envie de défiler quand j'aurai 80 ans, que je serai dans mon lit dans une maison de retraite ou ailleurs, et que je ferai défiler ma vie. Est-ce que j'aurais envie de voir finalement c'est un petit peu ces coups d'audace où du coup c'était hyper incertain, c'était l'inconnu, ça m'a fait peur, mais au moins je sais ce qui s'est passé derrière, ou est-ce que j'ai laissé mes peurs prendre le dessus et j'ai suivi ce qui était certain, et au final c'était prévisible, quoi. Et du coup, là, c'est pareil. Je me dis, mais ces gens-là, au pire, ils me disent non. Donc, j'aurais pas le regret de pas les avoir contactés. J'aurais pas les regrets de pas avoir forcé les relances, etc., de m'être donné les moyens de le faire. Et puis, s'ils répondent, tant mieux. S'ils répondent négativement, moi, je suis fixée. Et s'ils répondent pas, je vais jamais les rencontrer. Donc, en fait, ils peuvent penser que je suis chiante, que j'envoie trop de mails, que ci, que ça. Si je les rencontre jamais, je m'en fiche, tu vois. Bien sûr. Et donc je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire ? Qu'ils me disent non. Donc au pire, il me dira non et je suis fixée. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que j'y vais au culot, quoi. Et t'as interviewé Fabrice Midal, entre autres. Il y a beaucoup d'autres personnalités sympathiques. Mais génial. Enfin, moi, je l'adore. J'adore ses livres. J'adore sa manière de penser la méditation, de dire les choses. J'adore. J'ai pas écouté encore cet épisode, mais du coup, ça doit être cool de le rencontrer. Ouais, chaque personne, tu vois, j'interviewe pas non plus que des personnalités, mais chaque personne est cool à interviewer. C'est que je ressors toujours grandie, nourrie et un petit peu différente, tu vois. J'évolue avec ces interviews. C'est pour ça que ce projet, il est vraiment intrinsèque à qui je suis. Bien sûr. Je peux pas vraiment couper, tu vois. C'est ma personne et ces rencontres que je fais. Et que ce soit Fabrice Midal ou Anouk Coroller, qui est pas du tout connu, qui est professeur de surf à Biarritz. Tu vois, chaque personne a tellement à apporter. Et ça peut être même toi, tu vois. Je crois vraiment en cette particularité qui est en chacun de nous. Tu vois, on a tous un parcours de vie qui est inspirant à sa manière. Il suffit juste de s'intéresser profondément aux gens, je crois. Tu vois, et ça, c'est ce qui manque au journalisme traditionnel, c'est qu'on pose des questions plus pour faire le buzz, des questions qui voilà, sur des sujets d'actu, etc., qui vont capter l'audience. Mais il y en a très peu qui se concentrent sur la personne, juste sur la personne, en fait, pas sur ce qu'elle fait, mais sur qui elle est, pourquoi elle en est là. Qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui l'a construite, quelles sont les rencontres qui l'ont bouleversée, tu vois. Et je crois qu'on apprend beaucoup de quelqu'un et de la vie en posant ces questions-là. Et donc je comprends aussi beaucoup sur moi-même en posant ces questions sur les personnes, tu vois. Et c'est pour ça que c'est un enrichissement de dingue, c'est que je vais vraiment au creux de chaque personne, tu vois. Et c'est quelque chose que j'apprends à faire aussi maintenant dans la vie de tous les jours, où j'ai l'impression d'être beaucoup plus à l'écoute quand j'ai des conversations avec de nouvelles personnes que je rencontre dans un café ou autre, ou dans un train. Tu vois, je vais moins avoir tendance à, par exemple, parler de moi, ce que je fais, me mettre en avant, mais plus vraiment à poser des questions sur cette personne. Tu vois, j'ai envie de savoir qui elle est, pourquoi elle est là, pourquoi elle prend ce train, pourquoi aujourd'hui elle en est venue à faire ce qu'elle fait. Et on apprend tellement de chacun, en fait, c'est fou. Et donc je grandis de plus en plus à chaque fois, et c'est un chemin qui est, enfin, c'est addictif, c'est devenu addictif cette aventure. Je me dis, je vais faire ça toute ma vie, parce que chaque interview, je prends 5 années de maturité, c'est ouf, hein. Non, c'est ouf, c'est la puissance de ces rencontres. En fait, c'est un vrai cheminement de développement personnel, en fait. Enfin, tout ce que tu dis, je le partage à 2000%, et je le vis, et je comprends tout à fait ce que tu ressens. T'as écrit un très beau discours à tes parents dans lequel tu mentionnes le fait qu'ils pensent que la voie que tu as choisie n'est pas forcément la voie la plus safe, la plus stable. Est-ce que ça leur a posé un problème que tu te lances dans cette aventure ? Au début, oui. Au début, surtout mon père, au début, il comprenait pas vraiment ce que je faisais, et il m'a même dit, mais attends, tu fais pas 5 ans d'école de commerce pour faire ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas un vrai métier, il faut que tu commences à chercher un CDI. Enfin, tu vois, après, c'était leur propre peur, ils me rejetaient un petit peu ce qu'ils avaient, finalement, l'éducation qu'ils avaient suivie, tu vois, c'est une génération qui a pris un premier job à 20 ans et qui l'ont gardé toute leur vie, et du coup, je pense qu'ils avaient du mal à comprendre ce que je faisais, et à comprendre comment je pouvais potentiellement gagner ma vie avec. Et en même temps, ils voyaient que j'étais super passionnée, du coup, ils me laissaient faire.
Et c'est petit à petit, je pense qu'ils ont vu que voilà, quand ça commençait à prendre un peu d'ampleur, qu'il y a eu des gros noms qui sont sortis, que voilà, ils ont dit ah mais en fait c'est pas de la gnognotte ce qu'elle fait, on va la laisser faire, on lui fait confiance. Mais au début, c'est vrai qu'il y a eu un battement où ils comprenaient pas et j'avais l'impression un peu de casser leurs rêves, tu vois, où ils projetaient beaucoup sur moi. Voilà, Victoria, la fille qui a des bonnes notes, bah, va juste décrocher un super bon job dans une super entreprise, être cadre, avoir des responsabilités, gagner beaucoup d'argent. Et je sentais qu'ils attendaient ça de moi un petit peu, tu vois. Et du coup, quand moi je leur ai dit, bah en fait, non, enfin, c'est pas du tout comme ça que j'imagine ma vie. Et je vais juste faire mes projets. Et oui, c'est instable. Et oui, je peux pas vous dire dans un an précisément où je serai, ce que je ferai. Mais pour moi, c'est ça la vie, quoi, aussi. C'est de pas savoir, de se laisser surprendre, de rebondir. Et donc, petit à petit, je pense qu'ils ont compris que de toute façon, ils m'empêcheraient pas. Donc, ils ont appris à me faire confiance. Et puis après, ça s'est fait petit à petit. Je pense qu'aujourd'hui, ils se font aucun souci, quoi. Mais au début, c'était inconfortable. Et puis, c'est vrai qu'en plus, du coup, ils remettent ces doutes-là quand toi-même tu doutes. Tu vois, parce que bah, typiquement le jour où je me suis dit j'arrête mes projets un peu plus stables, je me remets en question, j'ose mettre plus d'énergie dans mon podcast même si je sais pas où ça va m'amener, ou finalement le jour où j'ai osé me faire confiance et écouter ce qui me plaisait profondément et que j'ai laissé de côté les projets beaucoup plus stables qu'on attendait de moi, bah, moi j'étais un peu hyper pas confiante, quoi. Je me disais mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que je ferais pas mieux de faire comme tous mes camarades, à trouver un emploi stable et puis juste à construire ma vie finalement ? Est-ce que je ferais pas mieux de laisser ces questions de côté, parce que c'est chiant de se poser tout le temps de questions et puis on me montre que c'est pas normal, enfin tu vois, et du coup quand en plus tes parents te disent mais t'es sûre là, Victoria, attends quand même, enfin, puis il faut cotiser pour sa retraite, et puis ci, et puis ça. C'est hyper inconfortable. Parce que du coup, t'es là, bah ouais, bah du coup, je doute encore plus. Je sais, merci, mais bon, laissez-moi faire ma vie, en fait. Donc ouais, non, faut passer un petit cap aujourd'hui. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, je suis très contente de m'avoir fait confiance. Je pense qu'ils sont heureux aussi. Donc, comme quoi, il faut savoir... Enfin, faut apprendre à s'écouter, mais ça demande beaucoup de courage, ouais. Et t'interviews quand même la plupart du temps, donc comme tu le dis, des personnes qui sont mûres, qui ont un certain âge, qui ont déjà un vécu, c'est marrant. T'interviews très peu de jeunes personnes en fait, quelques-unes, mais très peu, c'est rigolo. Et du coup, qui tu cibles, enfin ta mission en fait à travers le Nouvel Oeil, c'est qui ? C'est des jeunes de ton âge ? Ma cible initiale, c'était ça, c'était toucher la jeunesse. Et donc je me suis dit, bah il faut aller tendre mon micro à des personnes qui justement ont passé leur jeunesse et qui ont tiré plus ou moins des leçons de leur vie au fil de voilà des échecs qu'ils ont pu avoir, des réussites, des leçons que la vie a pu leur transmettre tout simplement, pour que nous, bah, en tant que jeunes qui se construisons, on puisse pêcher un peu ce qui nous parle et nous aider à nous construire au travers des parcours de ces personnes-là. Donc c'est une forme de transmission en fait. Et puis en fait, plus j'avance, plus je me rends compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont entre 30 et 40 aussi, qui écoutent le podcast, qui sont dans cette quête de sens, qui se remettent en question, qui, comme on le disait tout à l'heure, voilà, ont coché toutes les cases et qui sont en mode burn-out, je remets tout en question et qu'est-ce que je fais ici, tu vois. Et finalement, bah, le retour de ces personnes-là, ça parle autant à des personnes de 35 ans que de 20 ans. Et puis après, donc oui, au tout début du projet, j'ai interviewé beaucoup de personnes âgées, maintenant moins, parce que finalement, je me rends compte qu'on peut avoir 25 ans et déjà avoir vécu 1000 vies et avoir des choses incroyables à transmettre. Exactement. Donc non, j'ai de plus en plus de personnes jeunes, hein, je me limite pas en fait, tu vois, j'ai eu des personnes de 20 ans, 20 ans quand je les ai faites, donc aujourd'hui plus 22 ou 23, mais je me limite pas aux personnes plus âgées. Aujourd'hui, j'essaie de toucher un maximum de personnes. Bon, en tout cas, t'es toute jeune, t'as déjà fait plein de choses, t'as ton podcast, t'as lancé un livre. C'est quand même assez fou de lancer un livre. T'as 23 balais, t'as déjà un livre. c'est hyper cool. Comment t'as fait pour écrire ce livre ? Ça t'a pris longtemps ? De quoi est-ce que tu parles ? Enfin, j'imagine que ça résume un peu tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Donc, le titre, c'est « Ce qu'on n'apprend pas à l'école ». C'est ça. Qu'est-ce que tu partages, en fait, à travers ce livre ? Mais tu vois, on croit souvent que j'ai écrit le livre après le podcast. Enfin, que le projet du livre est arrivé après le podcast. Je sais pas si toi, t'avais ce sentiment-là aussi. Eh ben oui, ouais. Tout à fait. Et en fait, tu vois, le livre, c'est le début de tout. J'ai commencé à écrire au retour de ce voyage en Inde, mais je savais pas
j'étais pas consciente que j'écrivais un livre. En fait, j'écrivais pour moi parce que je ressentais le besoin de mettre des mots sur tout ce que je pouvais te dire tout à l'heure, de ces questions existentielles et tout. Il fallait que je dénoue un petit peu tout ça, tu vois. J'avais l'impression que c'était un gros micmac dans ma tête et que juste d'écrire et de poser ces mots-là, ça allait m'aider à peut-être y trouver des réponses, mais au moins à l'accepter. Et plus j'écrivais, plus je me rendais compte que moi, ça m'aidait énormément à me construire et que j'aimais ça en fait. Et donc, je me suis un peu prise au jeu en me disant, bah ok, je vais écrire, continuer d'écrire. Et puis, au bout de, je sais pas, 1 ou 2 ans, je me suis dit, mais finalement, ce que je suis en train d'écrire, c'est des choses que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt, que j'aurais aimé lire dans mes cahiers d'école et que j'ai jamais eu l'opportunité de lire. Mais si moi j'aurais aimé le lire, ça veut dire que d'autres personnes, peut-être aujourd'hui, qui ont 18, 20 ans, qui se cherchent, aimeraient les lire. Donc il faut que je le transmette. Et donc ça, voilà, ça m'est passé par la tête un jour. Et puis après, il y a eu ce gros syndrome de l'imposteur où je me suis dit, mais n'importe quoi, publier un livre, mais non, enfin, à 20 ans, pour qui je me prends. Et puis, t'as toujours aussi les proches qui te disent... ouais, tu sais, Victoria, il y en a, ils attendent toute leur vie pour publier un livre, ils y arrivent même pas. Puis t'as pas fait des études pour, et puis si, et puis ça, tu sais, t'as toujours ces trucs très terre à terre qui te reviennent en pleine figure en mode ouais, bah non, en fait, c'est impossible, tu vois, c'est impossible, jamais tu vas publier ton livre. Et puis, donc il y a d'autres jours où j'avais plus tendance à écouter ça, et le lendemain où j'avais cette, comme je te disais tout à l'heure, plus cette pulsion de, en fait, juste j'ose. Et j'essaie, et puis au pire ça sera un non, au pire ça marchera pas, mais au moins à 80 ans, quand je ferai défiler le film de ma vie, je pourrai savoir si je me suis donné les moyens ou pas. Et donc dans cette dynamique là, je me suis dit allez go, pendant 1 an tu te lèves tous les matins 1 heure plus tôt avant d'aller en cours et t'avances ton livre, t'essaies de structurer tout ça, et puis après tu le présenteras à des maisons d'édition et tu verras, au moins t'essaieras quoi. Et donc j'ai fait ça pendant à peu près 1 an, c'est devenu mon petit rituel du matin d'écrire. Et j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. Et puis un jour, je me suis dit, bon, bah là, il commence peut-être à y avoir assez de matière. On va commencer à le présenter à des maisons d'édition. Et j'ai eu que des refus. Mais vraiment beaucoup de refus. Je pense. Ah, c'est vrai ? Ouais. Une petite trentaine pendant 1 an à peu près. Hein. Donc moi, je commençais à me dire, bon, bah tant pis. Hein, ils avaient raison. C'était hyper utopique de penser que j'allais pouvoir publier mon livre. Du coup, je vais l'auto-publier. Tu vois, je me suis dit, maintenant qu'il est écrit, autant que je le partage, je vais l'auto-publier. Et puis un jour, je me balade dans une librairie, parce que j'adore aller dans les librairies, je lis beaucoup. Et là, je tombe sur un livre qui, je sais pas, il me tape à l'œil, et je le prends, et je vois que c'est une maison d'édition qui s'appelle Kiwi. Donc déjà, le nom, je me dis, oh, c'est original. Je commence à le feuilleter, et je vois qu'il est mis en page d'une façon particulière, tu vois, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je voyais qu'il y avait une vraie intention derrière, enfin qu'il y avait eu vraiment un travail de rendre ce livre, pas juste un livre, mais un objet qui parle et qui corresponde à la personnalité de l'auteur. Enfin, je me suis dit, waouh, c'est beau. Et j'ai visualisé mon livre chez eux, enfin c'était fou. Je me suis dit, mais en fait, mon livre, il sera chez eux, c'est évident. C'était évident. Et donc le soir même, j'ai envoyé mon manuscrit, et je crois 3 semaines après, j'ai eu un retour positif, quoi. Donc comme quoi, tu vois, je me suis dit, mais jusqu'au bout, il faut tenter, parce que en 1 an, avec tous les refus que j'ai eus, mais j'avais 1001 raisons de me dire, mais en fait non, enfin, pour qui tu te prends, jamais tu vas publier ton livre, enfin, reste tranquille, quoi. Et en fait, si, tu vois, il faut persister. Merci beaucoup Victoria pour ton témoignage, c'était super de te recevoir. On a un petit rituel dans le podcast des locomotives, c'est que je pose 2 petites questions. Surprise. La première question, Victoria, c'est est-ce que tu as peut-être un mantra, une philosophie de vie que tu aimerais nous partager ? Il y en a plusieurs. J'aime beaucoup les citations, mais peut-être celle la plus... tu vois, j'en ai une là. J'ai beaucoup de citations derrière mon téléphone, et il y en a une là qui est « Fais ce que tu aimes et fais-le souvent » de Anonyme. Donc je sais même pas qui c'est qui a dit ça. Mais je trouve que c'est puissant, parce que c'est vrai que quand on aime ce qu'on fait, on met une certaine énergie qui fait qu'on attire à soi encore plus de choses qu'on aime, et c'est un cercle vertueux de dingue. Et on fait pas assez souvent ce qu'on aime, je pense. Et tu vois, moi, c'est ça, en fait, le podcast. Le jour où je me suis dit, mais en fait, j'aime ça, donc il faut que je le fasse plus. C'est là que j'ai mis mon énergie sur ce que j'aimais vraiment, et que les choses se sont dessinées, tu vois. Donc, je pense que, ouais, mettre son énergie sur ce qu'on aime, c'est un beau mantra. Et est-ce que tu te rappelles de ton rêve de petite fille ? Oh, j'en avais plein. Franchement, j'en avais plein. Je changeais de rêve tous les jours. Alors, j'ai voulu être astronaute pendant longtemps. Celui-là, il est revenu vraiment beaucoup. Astronaute. Puis j'ai compris que les sciences, c'était pas trop mon dada, et qu'il fallait que je me ramène quand même à l'évidence que ça allait être compliqué.
Mais ouais, astronomie longtemps. Après, comme toutes les petites filles, je pense, j'ai voulu être maîtresse, j'ai voulu être chanteuse, j'ai voulu être coiffeuse, voilà. Mais et Miss Météo, ça aussi. J'ai longtemps voulu présenter la météo à la télé. C'est drôle. Voilà. Mais surtout astronaute. Si je devais en garder un, c'était l'astronomie. Je voulais aller dans l'espace. Bon, bah écoute, peut-être qu'un jour, tu réaliseras ce rêve. Qui sait, tout est possible. Bon, en tout cas, merci Victoria. Oui, bon, maintenant je suis un peu moins là-dedans. Maintenant, tu vois, je suis plus dans la sobriété, donc tout ce qui est partir dans l'espace pour... voilà, je pense qu'il faut d'abord plus protéger notre planète avant d'aller voir ce qu'il y a là-haut. Mais bon, je regarde les étoiles différemment. Merci beaucoup Victoria, je te souhaite une très très belle continuation et je te dis à bientôt. Merci à toi Sandra. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.